Le tirage en croix, vous en avez sûrement entendu parler, c'est l'un des tirages les plus connus du tarot. Mais saviez-vous qu'il est aussi considéré comme l'un des plus complexes? Pourquoi? Parce qu'il demande une maîtrise unique des cartes et des associations. Aujourd'hui, je vais vous révéler tous les secrets du tirage en croix avec tous les tarots. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sam, je suis fondatrice du site lechariot.com et formatrice du tarot depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, je vais vous aider à déchiffrer les mystères du tarot et en faire un outil puissant pour vos réflexions personnelles et spirituelles. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans le tirage en croix, même si ce tirage paraît intimidant et surtout si vous débutez, mais rassurez-vous, même si ce tirage est réputé difficile, je vais vous donner toutes les clés pour le comprendre et l'utiliser avec n'importe quel jeu de tarot, c'est très important. Mais attention, ce tirage ne se limite pas à disposer des cartes en croix. Il cache une richesse de signification et d'associations qui, bien maîtrisées, peuvent transformer votre pratique du tarot. Et pour que vous puissiez y arriver, je vais partager avec vous mes astuces personnelles et surtout celles que j'utilise pour faire mes propres consultations. Voici le programme de la vidéo. Introduction au tirage en croix. Je vais vous expliquer d'où vient le tirage en croix, pourquoi il est si populaire et surtout pourquoi il est si puissant. Ensuite, les étapes du tirage en croix. C'est-à-dire que là, je vais vous montrer pas à pas comment réaliser ce tirage en utilisant une méthode claire et simple. Et ensuite, je vais vous donner un exemple concret. Ça, c'est le plus important. Et restez bien jusqu'à l'exemple parce que je vais vous montrer comment faire un tirage en croix étape par étape et surtout mes astuces ensuite pour réussir. Je partagerai quelques-uns de mes secrets pour interpréter les cartes comme un ou une pro. Pour ceux qui veulent aller voir directement le cas pratique, c'est à ce timecode. Alors, si vous êtes simplement curieux, vous avez envie d'améliorer vos compétences en lecture du tarot, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez découvrir pourquoi ce tirage en croix est une étape intéressante dans votre parcours. Commençons par découvrir comment est né le tirage en croix et d'où il vient. Alors, saviez-vous que le tirage en croix que nous allons explorer ensemble aujourd'hui n'est pas qu'une simple méthode de tarot? Il est en réalité le fruit de siècles d'évolution, d'intuition et d'adaptation. Avant de plonger dans l'exemple que je veux vous montrer, je pense qu'il est essentiel de comprendre d'où vient ce tirage et surtout pourquoi il est devenu un incontournable et absolument tout le monde en parle. Les tirages du tarot, comme le tirage en croix, ont été créés par des tarologues passionnés comme vous, comme moi, parfois anonymes la plupart du temps, qui se sont appuyés sur leur ressenti et sur leur intuition. Et le tarot évolue également avec les époques, avec les cultures, les personnes qui le pratiquent. C'est un art vivant et perpétuellement en mouvement, comme une conversation perpétuelle que je dirais entre ciel et terre. Par conséquent, le tirage en croix a un héritage riche et symbolique. Le tirage en croix, lui, est profondément ancré dans l'histoire et les symboles universels. Pourquoi? Parce que déjà, c'est une croix. Donc certains pensent qu'il puise ses origines dans l'astrologie, avec la croix qui représente l'équilibre entre le ciel et la terre. D'autres y voient une forte influence spirituelle, notamment avec sa symbolique judéo-chrétienne de croix, bien évidemment. Et la croix évoque également le destin, les épreuves, mais aussi l'espoir et la transformation. Et je pourrais même joindre ça au Petit Lenormand avec la croix qui est une carte qui représente effectivement cette même idée. Pour comprendre comment le tirage en croix s'est imposé dans l'univers du tarot, il faut évoquer des figures majeures comme Ettila ou Waite. Ettila est connu pour avoir donné des origines égyptiennes au tarot et il a contribué à sa dimension ésotérique en l'associant à l'astrologie. C'est vraiment un personnage majeur parce qu'il a vraiment redonné au tarot sa place en transformant légèrement l'idée qu'on avait du tarot. Quant à Waite, il a insufflé une profondeur spirituelle au tarot en liant des concepts philosophiques et mystiques et en transformant également cette vision du tarot de Marseille pour le rendre plus proche de nous. Comme vous voyez, leurs contributions ont façonné la manière dont nous utilisons et comprenons le tarot aujourd'hui, en rendant les tirages comme celui du tirage en croix encore plus riches et nuancés.
Voilà, vous connaissez maintenant les origines et la symbolique du tirage en croix, nous allons passer à la pratique. J'aimerais juste vous dire deux petits mots. Il existe deux types de tirage. Nous avons le tirage en croix, qui est le tirage généralement utilisé avec le tarot de Marseille, et Monsieur Waite a fait évoluer également ce tirage en croix en créant le tirage en croix celtique. Aujourd'hui, nous allons voir le tirage en croix, puisque le tirage de la croix celtique est en réalité une variante du tirage en croix. Nous allons voir aussi dans l'exemple, et je vous expliquerai au fur et à mesure, qu'il existe vraiment beaucoup de façons de lire ce tirage. Voilà, c'est parti, préparez vos cartes car ça va être fascinant, vous allez voir. Mais avant, pensez à vous abonner et à mettre un like pour bien comprendre comment fonctionne le tirage en croix. Rien de tel qu'un exemple concret, donc nous allons passer au cas pratique. L'exemple que je prends est issu d'une de mes consultations privées. J'ai demandé l'autorisation à la personne qui a accepté, mais j'ai changé les noms, bien sûr, pour préserver son anonymat. Alors, je vais d'abord vous présenter sommairement l'histoire et ensuite je vais vous montrer la question que j'ai créée sur cette histoire. Alors, pour vous donner le contexte, donc c'est Sophie qui souhaite retirer les droits parentaux à son ex-mari parce que ce monsieur a maltraité leur fils. Et le fils est actuellement extrêmement perturbé, bon ça va très très mal, et donc elle ne veut pas qu'il puisse exercer à nouveau des violences sur lui, et donc elle a été conseillée pour éviter ce problème, donc de retirer les droits parentaux au père. Donc c'est une situation qui est complexe, c'est une situation qui est forte émotionnellement, et le tirage en croix ici va être parfait pour apporter des éclairages sur les différentes énergies du jeu. Alors, pour ce tirage, nous allons utiliser, particularité importante, l'intégralité du jeu. Donc, je vais prendre un jeu type Rider-Waite. Particulier, c'est le Lunasol, qui est quand même dans la ligne du tarot de Marseille malgré tout. Et je ne vais pas seulement utiliser les arcanes majeures, mais je vais plutôt utiliser l'ensemble. Alors, c'est important parce que d'une façon, ça va rendre l'interprétation plus simple, vous allez voir, mais en même temps, ça va signifier que nous n'allons pas faire des calculs numérologiques des cartes ou des additions des cartes comme on le fait lors de tirage en croix. Bon, il faut savoir choisir, je vous en parlerai de toute façon, mais vous allez voir. D'ailleurs, si vous voulez apprendre à maîtriser la numérologie et les calculs dans vos tirages, sachez que j'aborde ces techniques en profondeur dans ma formation Numétarot et également dans la formation Aiguisez vos compétences en tarot. La formation Numétarot est complètement dédiée à la numérologie et le tarot, et la formation Aiguisez vos compétences comprend une série de 20 vidéos en bonus pour vous guider pas à pas dans la maîtrise du tirage en croix, quelle que soit sa complexité. Passons maintenant au cas pratique. Voilà, j'ai disposé ici un tirage en croix avec le tarot Lunasol que vous pouvez voir ici, et je vais vous expliquer les positions. Donc la première position représente traditionnellement le consultant, mais pour moi elle va aussi représenter son état psychologique, ce qu'il est, ses intentions, ses peurs, etc. Donc en fait, si vous voulez, on va prendre ici la personne du consultant dans son ensemble. La carte qui est en face ici représente généralement le compte. Donc moi, c'est ce que j'appelle les obstacles ou les difficultés ou ce qu'il rencontre qui l'empêche de se réaliser face à la question. La carte du haut est souvent difficile à comprendre ou interpréter parce que souvent on appelle ça le conseil. Moi je vais appeler ça l'élément qui va aider ou ne pas aider, ou en tous les cas l'élément qui interfère, qui peut venir également d'un tiers et qui va ici avoir une influence sur la question. La dernière carte, c'est la conclusion. Donc effectivement, bon, la conclusion n'a pas besoin d'explication. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? La carte du centre. Alors la carte du centre, généralement, il y a deux écoles. Quand on tire les cartes majeures, seulement, on va additionner les 4 cartes majeures et on va, après réduction thésophile, trouver le nombre pour la carte du centre qui est la synthèse. Lorsque on a, parfois on peut ne pas le faire, ou lorsqu'on a utilisé l'ensemble du paquet comme je viens de faire ici, eh bien on peut tirer la 5e carte au hasard.
Ça, c'est la base du tirage en croix et c'est celle que nous allons interpréter aujourd'hui. Donc, ce que j'aimerais vous dire également, c'est que le tirage en croix ne se limite pas seulement à une croix et que le tirage en croix peut être agrandi. C'est-à-dire que très souvent, on va pouvoir, surtout si on a des cartes majeures, ou qu'on a un tirage en cartes majeures, additionner les cartes et créer encore des axes. Si nous n'avons pas de l'ensemble de cartes majeures, on peut quand même utiliser les cartes majeures qui sont sur le tirage, je vais vous montrer dans un moment, et on peut également essayer d'interpréter par rapport aux axes. Normalement, un tirage en croix se lit comme ça, mais nous avons des axes qui peuvent être le passé, le présent, le futur proche ou le futur éloigné. Dedans, nous avons aussi des variantes. Pour ça, pour l'instant aujourd'hui, nous allons rester vraiment sur la base. Nous allons maintenant faire ce tirage. Alors, la question, donc j'ai déterminé une question par rapport à l'histoire que je vous ai racontée. Quelle va être l'issue du procès de Sophie? Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une question qui se projette dans l'avenir. Donc on est sur une simulation, si vous voulez. Ça veut dire que aujourd'hui, Sophie est dans un état d'esprit, la situation est telle qu'elle est, et donc par rapport à tous ces éléments que nous avons aujourd'hui, quelle est la logique la plus implacable, on peut dire ça comme ça, sur l'issue du procès. Donc vers quoi tend le procès aujourd'hui? Donc nous allons essayer de répondre à cette question avec ce tirage. Donc je retourne la première carte et j'ai ici le diable. Le diable représente donc Sophie. Alors c'est une carte majeure, c'est une carte qui est quand même assez intéressante parce qu'elle est quand même assez forte et puissante ici, et vous êtes en droit de vous poser la question de quelle façon Sophie aborde son procès, ou quel est l'état d'esprit de Sophie qui fait que Sophie est représentée par le diable. Donc là, on a déjà une idée, alors rien qu'en regardant la carte, mais j'attire votre attention sur le fait que les cartes ne s'interprètent pas seulement toutes seules, mais qu'elles s'interprètent les unes par rapport aux autres, n'est-ce pas? Donc là, on a simplement une idée. Alors évidemment, faites travailler aussi votre intuition, mais Sophie, ici, a des émotions qui sont difficiles. Alors, si on observe bien la carte, on voit que, on pourrait dire que presque c'est Sophie, ici, vous voyez, les humains sont attachés dans des corps. Sophie est donc liée, attachée, sous l'emprise du diable, et elle n'arrive pas à se détacher de cette situation. Nous allons voir maintenant ici quels sont les éléments qui sont problématiques. Donc les éléments qui sont problématiques, c'est les obstacles qu'elle va rencontrer en face, en tous les cas les difficultés qui vont lui être opposées et qui vont faire qu'elle elle a du mal face à cette histoire. Alors vous voyez, c'est intéressant aussi parce que nous avons un set d'épées. Le diable et les épées, hein, donc c'est déjà des cartes qui montrent une atmosphère assez compliquée pour ce procès. Et l'épée ici du set d'épées, vous voyez que ce personnage-là a pris toutes les épées et veut encore en prendre une. Alors, cette carte-là ne représente pas Sophie dans ses intentions, mais plutôt qu'est-ce qui se passe en face d'elle, d'accord? Donc, on pourrait penser par exemple que nous avons ici son mari ou la justice, mais je dirais plutôt le mari parce que la justice finalement n'a pas forcément d'intérêt à aller dans un sens ou dans un autre, mais le mari ici semble avoir déjà récupéré beaucoup de positions, être très bien en avance sur ce procès, avoir gagné beaucoup de choses. J'ai oublié de dire que c'était pas le premier procès qu'elle avait, hein, puisque c'est une histoire, et que elle a perdu la plupart des procès. Et donc ici, on voit que la dernière épée, et donc sans doute ce procès, et celle qui la voit, et il est en train de se dire, eh bien, je voudrais bien cette épée. Donc, ici, on voit que, en même temps, cet ex-mari, vu la tête du personnage ici, n'est quand même pas totalement en bonne position, mais quand même, il a beaucoup d'éléments déjà qu'il a pris et qui, justement, peuvent poser des problèmes. Alors, ici, nous avons donc le premier coup. Vous voyez, on regarde les cartes les unes par rapport aux autres. On voit que celle-là, c'est un monde interne, c'est-à-dire que Sophie, elle tourne dans son monde ici. Elle est enfermée dans sa problématique. Et lui, en face, ne la regarde pas non plus, et surtout intéressé par avoir un maximum de gains de ce procès. Alors, on va se demander maintenant,
quel est l'élément externe qui pourrait changer les choses. Et là, nous avons encore une carte majeure, et c'est le pendu. Alors c'est intéressant ça, parce que on voit que dans cette affaire-là, les choses, elles avancent pas vraiment, et que finalement, autant l'un que l'autre, ils ont du mal à pousser leur pion. Personne ne va les aider, et la justice ne va pas non plus les aider probablement. En tous les cas, c'est ce qui semble sortir ici. Ce qui est intéressant également, c'est que ici, vous voyez, c'est une carte où notre pendu est attaché, et ici dans la carte du diable, Sophie aussi est attachée. Donc là déjà, vous voyez, si on commence à faire des associations avec les cartes, on va pouvoir constater que la problématique de Sophie, c'est qu'elle est trop liée à des émotions difficiles qui l'empêchent d'avancer, ou en tous les cas, de voir clair dans cette histoire. D'accord? Donc ici, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'on n'a pas encore vu la justice œuvrer, mais par contre, on a vu comment il fonctionne l'un et l'autre par rapport à l'un et l'autre. Et donc, l'un veut absolument gagner et prendre le plus de pions possible, avec sans doute quelque chose d'assez néfaste dedans. Et l'autre, c'est-à-dire Sophie, se sent complètement prise dans ses émotions et n'arrive pas à s'en dépêtrer. Et bien disons, quelle est donc la conclusion de ce procès? Alors, c'est intéressant parce que la conclusion, c'est le 2 de bâton. Le 2 de bâton montre ici... Alors, le 2 de bâton, vous voyez, il est aussi, il regarde le diable, parce que si on peut faire coulisser les cartes comme ça, c'est intéressant aussi. Hein. Pas oublier que les cartes, un tirage, c'est pas quelque chose de fixe. Et donc, si on regarde ce 2 de bâton, on voit que il est penché sur son bâton, il est en train d'observer la situation et en fait en train d'observer sa problématique à elle, ou en tous les cas, ce qui s'est passé auparavant, mais on n'est pas sur un futur. Donc ici, toute cette histoire remue à nouveau le passé, donne un regard sur ce qui s'est passé avant, c'est normal, hein, la justice ne va pas parler du futur, et en même temps ne donne pas à Sophie d'occasion de pouvoir sortir de son état émotionnel, ce qui fait que la synthèse générale, et alors là, regardez comme c'est intéressant, vous avez la carte du centre qui lie les deux cartes sur les côtés, avec notre 2 de denier, il est en train de jongler pour essayer de trouver un équilibre entre les deux. Alors, quelle va être l'issue de ce procès? Eh bien, justement, je pense que ce procès ne va favoriser ni l'un ni l'autre, mais il va y avoir sans doute une décision intermédiaire qui va être prise, on ne sait pas laquelle, qui va être prise, on ne sait pas laquelle, mais qui va chercher un équilibre, peut-être un peu plus en sa faveur qu'en la faveur du mari, parce que vous voyez, le 8 qui est dessiné ici penche dans ce sens-là. Non, plutôt à l'envers. Plutôt un peu en faveur du mari que d'elle, parce que vous voyez que la balance penche plus fort sur le côté du mari que sur son côté. Donc là, effectivement, comme il a plus d'épée, donc il a plus de pions, il a plus de poids, mais elle n'a pas totalement perdu son procès non plus. Alors, j'aimerais faire une dernière petite chose, c'est vous montrer très succinctement la numérologie. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est d'abord, nous avons deux cartes de 2. Nous avons un 2 de denier et nous avons un 2 de bâton. Alors j'en parle dans ma formation en numérologie, j'en parle également dans mes cours particuliers. C'est quand on a des cartes qui se répètent dans les nombres, évidemment, c'est que le tarot est en train d'appuyer sur quelque chose. Ici, le 2 montre d'une part le couple, mais montre aussi la nécessité de trancher ici. Et en fait, on reste sur 2, mais le troisième qui devrait trancher, en fait, si on regarde la ligne, c'est le pendu. Donc, c'est très difficile de pencher. Et en même temps, le pendu, on a 10 plus 2. Vous voyez? Donc ici, on a vraiment si vous voulez, toute une histoire sur le 2 qui représente le couple et qui n'est pas tranché dans ce procès. On a l'impression que ce procès va quand même durer pas mal de temps. En tous les cas, il ne satisfait ni l'un ni l'autre, et apparemment la justice on a l'impression que la justice n'a pas vraiment envie de trancher ici, mais simplement essayer d'arranger les uns et les autres en favorisant
l'ex-mari. Voilà, ça c'est déjà quelque chose d'intéressant ici. En même temps, le 2, c'est un début, hein, donc on est vraiment au début de ce procès. Ensuite, si on regarde les 2 cartes majeures, on peut aussi additionner les cartes majeures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on additionne les cartes majeures et qu'on prend les cadrans passé, présent, futur proche, futur éloigné, on a peut-être une carte ici qui va nous donner une réponse sur une trajectoire, ou en tous les cas sur ce qui pourrait se passer. Quand on additionne 15 et 12, ça nous donne 27, et 27, c'est 2 plus 7, ça fait 9. Donc, si on reprend ici, alors je ne sais pas si je vais la trouver dans mon paquet là, maintenant, mais c'est l'ermite. Et donc, alors c'est intéressant également, voilà, il est là l'ermite. Et donc là, on voit très bien que le procès est un procès qui va durer longtemps, qui est tourné complètement sur ce passé, et donc il va continuer à remuer des choses sur le passé. Ce qui est aussi important, c'est qu'on voit que cette carte, elle est juste au-dessus du diable, hein, on l'a posée également ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour Sophie? Eh bien, ça continue à remuer, 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 et elle ne s'en sort pas dans ses émotions. Alors, si vous vouliez aller un petit peu plus loin pour aider justement Sophie, vous pourriez lui dire que pour mieux vivre ce procès, il faudrait qu'elle travaille sur ses attachements émotionnels, ses difficultés de gestion d'émotions, sa sans doute grosse problématique à oublier cette affaire et sans doute les blessures qui existent dans cette affaire à travers ce que le mari a pu faire pour justement s'alléger et peut-être également émotionnellement mieux vivre les choses. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est que la technique seule ne suffit pas. Oui, il est essentiel de connaître évidemment les significations des cartes, les associations et les différents tirages. Alors quand je dis signification des cartes, je parle évidemment de les ressentir intérieurement. Mais ce qui fera de vous un vrai lecteur ou lectrice du tarot exceptionnel, qui se démarquera, c'est votre capacité à vous approprier totalement, intérieurement, ce que vous apprenez. Pourquoi est-ce si important? Eh bien parce que le tarot n'est pas figé. Chaque histoire est personnelle. Chaque tirage doit être adapté à cette histoire personnelle. Du coup, chaque interprétation va être strictement personnelle. C'est ça qui est important dans le tarot. C'est précisément ce que j'enseigne également sur ma plateforme de formation du chariot. D'ailleurs, vous y trouverez toutes les bases techniques nécessaires pour comprendre et interpréter les cartes, mais aussi des exercices, et j'aime faire des exercices pour développer votre propre intuition et style de lecture, parce qu'au final, c'est à vous de faire parler les cartes entre elles, de leur donner une voix qui vous aide. De plus, il y a plein de liens utiles dans la description, reportez-y vous y trouverez des liens sur des documents à télécharger, sur les techniques de tirage, sur les techniques de lecture. Vous allez voir, ce sont des documents qui sont vraiment très fournis. Ils ont tous plus de 30 pages et ils vont vous donner vraiment beaucoup d'informations. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines explorations que nous ferons ensemble. Et dites-moi en commentaire quelle est votre plus grande difficulté ou question avec le tarot. J'adore lire vos retours et répondre dans mes futures vidéos. Au revoir.